Oui, je reviens en arrière sur ma jeunesse, là. C'est bien qu'on m'ait mis dans le collège Notre-Dame-de-Grâce, parce que aussi les curés étaient très enfin, en latin, en grec, c'était des gens très cultivés. Hein. Et j'ai appris le goût de l'art par un prêtre polonais réfugié qui s'appelle Boziewski. Et il m'emmenait dans son bureau. Il y avait des tas de catalogues, les Degas, mais aussi les Picasso et tout. Donc il m'a fait apprendre et il me lisait des poèmes en même temps. On faisait du vélo ensemble et il récitait du grec. Enfin, c'est des gens incroyables. Et donc j'ai appris l'art moderne grâce à lui, quoi. Vraiment, il était moderne. Hein. Et j'allais à la librairie, il y avait une grande librairie à Cambrai, et j'avais découvert qu'il y avait des cartes postales, tu vois, comme ça, quoi. Comme ça. Donc j'ai gardé toujours l'habitude d'acheter des cartes postales. Et ma grand-mère me donnait de l'argent pour acheter des cartes postales. Elle disait, mais c'est quoi ça, Picasso, c'est quoi ça, ça représente rien. Mais elle était gentille. Et donc elle me donnait 5 francs et j'allais acheter des représentations, des cartes postales. Et dans une boîte à chaussures, j'avais l'art moderne. C'était bien. Donc, je reviens en arrière sur la Nouvelle-Guinée. Donc, je suis mal accueilli. Bon, au bout d'un moment, je négocie pour que je puisse aller avec un guide et ma petite liste. Donc, alors, voilà la Nouvelle-Guinée, c'était mieux, c'est grand. Hein. Port Moresby est là, et il y a une ville qui s'appelle Lae, et c'est la seule route qui montait dans l'intérieur des terres. Donc de Port Moresby, on m'envoie, les copains là, m'avaient trouvé un guide qui parlait plusieurs langues. Et moi j'avais appris le pidgin mélanésien. C'est-à-dire que j'étais arrivé en Australie, et en Australie, il y avait un grand laboratoire de linguistique qui servait aux ambassadeurs, au personnel diplomatique américain, tout ça, pour apprendre le japonais, enfin des langues asiatiques. C'était dirigé par un Autrichien, Wurm, W-U-R-M, très très brillant linguiste. Donc en un mois, j'avais appris le pidgin mélanésien, à peu près. 10 heures par jour, dans un cubicule, avec des Saint-Pierre. Donc je connaissais 1000 mots de base pour parler la langue commune de toutes les tribus, quoi. Le pidgin, c'est un mélange de malais, de l'anglais, tout ça. Donc je pars à Lae, et là, je devais aller chez les... bon, c'est les Wafa people, c'était le premier mot sur les Wafa. Alors je pars avec le monsieur en camion, tout ça, on arrive à Kayapit, au bord de la grande rivière Ramu River, la grande rivière. Et là, c'est dans cette région qu'il y avait les Wafa. Donc je vois le jeune officier, il me dit, bon, demain je vous amène en jeep, enfin Land Rover, au bord de la rivière. On va vous trouver des guides pour traverser à gué la rivière. Il n'y a pas de route.
Et les Wafa, ça fait des années qu'on n'a pas été par là. Donc le lendemain matin, avec mon guide qui parlait plusieurs langues, on y va, 7 heures du matin, personne ne vient. Personne. Le type repart avec la Jeep. Alors moi, comme un con, je dis, écoute, on va traverser la rivière, puisqu'on est, paraît-il, devant le gué. Donc. Alors, j'avais mon sac au dos, je retire mes chaussures, ce qu'il ne faut jamais faire. Je retire mes chaussures parce que nous, on n'a pas la corne sur les cailloux, tout ça. Donc, et je rentre dans l'eau. Au bout de 10 mètres, je perds pied complètement. Donc je tourne mais comme je nageais bien quand j'étais jeune homme, je n'étais pas tellement inquiet. Je vois de loin, je vois une courbe, je dis, moi je vais me laisser aller dans la courbe là. Et d'un seul coup, j'entends en pidgin, il y a un blanc qui passe. Et il y a un noir qui me pêche. Il y avait un noir au milieu de la rivière, sur un banc de slab. Donc le seul noir qui pêchait un blanc, c'est lui, quoi. Et donc il me tire. Et mon guide, elle était beaucoup mieux que moi. J'avais réussi. Là. Et donc je me retrouve de l'autre côté, quoi. Et là, je demande aux 2 guides en plus du mien pour aller chez les Wafa. Alors on passe 2 jours, jour et nuit dans la jungle, c'est pas marrant. Hein. Je rencontre mon premier serpent. J'ai eu une peur terrible. Et presque une hystérie, quoi. Quand le type m'a arrêté, m'a fait voir le serpent. Donc je réponds, qu'il est même, tue-le, quoi. Ah non, le type, il passe à côté du serpent. Une bonne leçon pour moi. Hein. Et donc j'arrive au bout de 2 jours et une nuit, tout ça, on arrive devant une grande falaise. Je vois 200 personnes, des Noirs partout, et 2 femmes blanches. Je dis, mais où on est là? On est chez les Wafa? Non, on est chez les Watchakes. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Et pourquoi je suis là? Bah oui, il y a 2 femmes blanches, on pensait que ça t'intéresserait quand même. Bon, c'était 2 missionnaires américaines, les sœurs Best, très bonnes d'ailleurs. Et donc je monte, tout ça, j'arrive chez elles. Elle parlait très bien la langue Watchakes, qui est proche du Barouya, donc, mais je ne savais pas ça. Hein. C'est là que tu vois encore la contingence totale. Hein. Et donc, bon, j'étais bourré d'anthropologie théorique, de Lévi-Strauss, les cours sur les Pléiades, les mythes, et tout ça. Je sortais, j'en avais plein la tête. Donc, je dis aux femmes, vous avez déjà posé la question sur Vénus? Ah non, ils parlaient bien la langue. Chut. Elle commence à accumuler des mythes et tout. Oh là là. Je dis, mais vous avez fait le système de parenté? Non. Donc, ben, je vais vous aider. Donc, je commence à faire. Bon, je leur fais le diagramme de parenté, parce qu'elles parlaient la langue et tout, c'était facile, quoi. Donc, elles disent que c'est Dieu qui m'a envoyé, donc je suis très content. Et elle me dit, vous allez aller où maintenant? Oh, ben, j'ai ma liste là. Ah, alors elles avaient une piste d'aviation. Hein. Elles avaient la radio connectée avec la grande base missionnaire américaine, et déjà avec Washington. Hein, c'est pas comme les Français. Hein. Donc elles me disent, venez là, venez
sur la piste. Regardez la très grande montagne là-bas. Vous voyez? Derrière, il y a une tribu qu'on a découvert là. On a un missionnaire là. C'est les Batia, les Barouya. Est-ce que vous voulez y aller? J'ai dit oui, pourquoi? Oui, oui. Bon, le lendemain, il y a un Cessna qui arrive, qui prend, hop, la base au Karumpa, la grande base, pour tous les missionnaires protestants. Et là, j'achète des couvertures, des lampes à pétrole, des trucs comme ça, du tabac, pour faire des échanges. À l'époque, c'était encore avec des barres de tabac comme ça. Et je pars, et là, il y a... donc on m'amène chez les Barouya, où le missionnaire Dick Lloyd, un linguiste très bon, missionnaire, m'accueille. Bon, on est à 2000 mètres d'altitude. Hein. Au-dessus, tu as les montagnes 3000, 3300, puis un peu 3300, c'est un mont volcanique. Et donc, il m'emmène chez lui à partir de la piste de 4-5 km. Et après, il monte la montagne de 2000 à 3000. Et donc, il me dit, les Barouya sont là, il m'explique, mais ceux qui ne sont pas contactés sont de l'autre côté de la grande montagne. Donc, évidemment, je lui dis, trouvez-moi 2 guides, je pars demain. Tu vois, dans la partie non contrôlée, quoi. Alors, bon, malgré que j'avais fait 2 ans de service militaire et beaucoup d'exercices physiques, je monte vers 5 heures, les 2 jeunes me disent « Il va faire froid cette nuit, là, tu es trop lent, on ne peut pas passer, tu ne peux pas passer. Là. Même si on te fait un abri en feuillage, tu vas avoir froid, quoi. » On redescend, allez hop, on redescend. Putain, j'étais humilié, quoi. Donc le lendemain, 6 heures du matin, je repars. Et je traverse, stop, j'arrive dans l'autre vallée, avec... devant, il y avait le mont volcanique, très beau. Et là, tout le monde, avec des flèches, des arcs, tout ça. Et accompagné par des dizaines d'enfants. Donc il y avait plusieurs villages, donc je couche dans les maisons des hommes, quoi, tu vois. Et là, je suis un peu fasciné, quoi. D'autant que le missionnaire qui me dit que les Barouya ont une monnaie de sel, alors monnaie de sel, Malinowski, primitive monnaie, dans la tête de Godelier, là, anthropologie économique. Et en plus, ils avaient résisté aux Blancs. Tous ces groupes avaient un peu fléché les Blancs quand ils étaient venus, là. Donc, je suis très content. Je quitte le missionnaire, je reviens dans la première vallée, Marawaka, c'est la deuxième, l'autre c'est Wanenara, et je reprends ma liste pour aller trouver d'autres tribus sur la liste. Donc, et bon... Finalement, je vais vers Montagen, qui est un grand... Montagen, c'est d'abord une grande montagne, mais c'est aussi une petite ville, pratiquement la dernière ville de l'intérieur. Et je veux aller chez les Houlis. Les Houlis, c'était un groupe où Bob Barnes était allé. Et Barnes était venu au laboratoire de Lévi-Strauss. Donc je le connaissais. Donc je voulais aller là où il avait été. J'ai pas pu passer là. Il y avait une rivière extrêmement
dur, quoi. C'était trop dur pour moi de nager dedans, tout ça. Donc j'ai dit merde, les Barouillas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, quoi. Donc c'était pas sur ma liste, encore une contingence, c'était pas sur ma liste, c'était deux missionnaires américaines. Et donc je repars à Port Moresby, je loue 2 Cessna, parce que c'est ça l'initiative, hein, quand tu es dans d'autres pays, tu n'es pas à Paris, à l'université, tu as un budget, tu vois ce que tu fais avec ton... Donc je remplis de couvertures, de mètres de plastique, parce que je veux faire une maison moi-même, tu vois. Et je demande à un pilote de me piloter, mais il ne savait pas où était Ouenedra. Par hasard, non mais c'est bien, par hasard j'avais une carte, et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais visionné les montagnes. Et surtout le mont Yélia, le mont volcanique. Donc je l'amène là-bas avec lui, puis hop, il atterrit. Et là, je décharge mon business. Là, Après, je pars voir le missionnaire, là, sympa, Dick Lloyd et sa femme. Et puis je lui dis, je vais m'installer près de vous, mais pas avec vous, quoi. Quel est le dernier village le plus loin des Blancs? Le plus loin. Donc c'était au-delà du village des missionnaires. Le village où j'ai vécu après Huave, c'était en montagne, le dernier, quoi. Alors je m'installe sur la route qui permettait de passer pour aller dans la deuxième vallée. Je m'installe dans une petite hutte qui servait pour les voyageurs, si on peut dire. Tout seul, avec un sac de couchage. Et alors quand j'allais pisser, tous les gosses venaient, tout ça. C'était un peu gênant parfois. Et donc je reste là pendant 2-3 semaines à me débrouiller avec des boîtes de conserve, tout seul. Et donc je dis aux enfants, dites à vos parents que je voudrais bien vivre avec eux. Bon, donc au bout de 2-3 semaines, quand même, arrivent 3 hommes, des adultes, tout ça. Ils disent, voilà, d'abord ils me disent, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Moi, je dis, je veux apprendre. Alors je parlais pidgin, donc il y avait toujours 2-3 types qui avaient été en plantation, donc je pouvais parler, quoi. Donc j'ai dit, voilà, je voudrais apprendre comment vous vivez, écrire un livre, et j'avais 3 livres dans mon sac, dont je dois confesser les structures alimentaires de la parenté de Lévi-Strauss qui pèsent 2 kilos, putain. Donc je montre un livre, j'ai dit voilà, la force des Blancs, c'est là, dans les livres. C'est une partie de notre force. Je voudrais faire un livre sur vous. Et après, je leur ai donné mon livre de toute façon. Bon, les mecs disent, ok, je ne sais pas s'ils ont compris. Mais au moins, j'avais une réponse. C'est ça qui compte. Et donc, ils m'emmènent du village de Yanni, je monte, puis c'était des terrasses. Et donc, tu as les terrasses, un village au milieu, et en haut, la maison des hommes, entourée, tout ça. Près de la rivière, c'est les maisons menstruelles, c'est pour les femmes. Là en haut, c'est pour les hommes. Interdit aux hommes, interdit aux femmes. Hein. Et au milieu, tu as les maisons de famille. Donc j'arrive, ils me mettent sur une terrasse en dessous du village. C'était un marécage. J'ai dit non, c'est pas possible, les gars.
Alors il m'emmène au-dessus du village, une autre terrasse avec un marais. J'ai dit non, c'est pas possible, les gars, c'est pas. Et donc à ce moment-là, ils disent qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit laissez-moi faire. Donc je reviens dans le village et au milieu du village, je dis c'est là que je voudrais vivre. Ok, bon, et c'est là que j'ai commencé à construire une maison parce que il y avait une mission luthérienne dans la vallée, près du poste de police, on appelle ça les KIAP, c'est-à-dire c'est un officier qui vient avec 2-3 soldats et qui établit un poste. Et donc à partir de là, il administre la région, tu vois. Et donc là, les missionnaires luthériens allemands, Türkmen, étaient venus là s'installer, alors que le missionnaire linguiste, c'était un protestant australien qui, lui, venait pour traduire le Nouveau Testament, tu vois. Donc il avait été normalement, dans une période coloniale de conquête militaire d'abord, les Blancs n'avaient pas le droit de s'installer à plus de 5 miles du poste de police, c'était mieux. Parce que c'était dangereux, la guerre tribale, la terre tribale. Vas-y. 5 minutes. Et donc, moi je suis arrivé donc en 86, 86, oui. Et l'arrivée de la patrouille, c'était 80, tu vois, c'était après. Mais on venait de dérestricted. On avait le droit, en tant que blanc, d'aller au-delà des 5 miles. Et en fait, mon copain Dick Lloyd s'était installé au-delà, quoi, à Yanni. Donc, je décide que c'est là que je vais aller, quoi. Et je m'installe à Huiaveux, au-delà, au milieu du village. Mais il y avait un charpentier d'une tribu, les Gimi du nord de la Nouvelle-Guinée, qui était venu aider le missionnaire luthérien à construire quelque chose. Donc je lui ai demandé de m'aider pour construire ma maison, tu vois. Scier du bois, tout ça. Donc j'ai construit une maison, j'ai fait des tables, j'ai fait une chiotte en dehors de la maison, une douche avec un seau, tout ça. Parce que je voulais faire venir ma femme. Donc j'ai fait un lit à 2 places, j'ai fait pour chaque enfant un lit à 1 place, une table pour travailler, enfin bref, on n'apprend pas ça à l'université, tu vois, ni à l'école normale, pas du tout, là. Faire des tables, c'était pas... Mais comme je suis un obsédé du nord de la France, j'ai fait avec lui un parquet. On a bien scié et j'avais emmené une bassine à frites, parce que je suis un ch'timi, pour faire des frites, avec des patates douces, et un bidon de 5 litres d'huile. Et j'avais acheté une boîte de cire. Et j'ai ciré mon parquet, comme ma grand-mère faisait. Donc, j'ai fait des grandes fenêtres en plastique, hein, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Les types, c'est des petits, dans des huttes. Tu te penches pour rentrer, tu reçois la fumée dans la gueule. La maison est divisée en 2, la partie de l'homme au fond, la partie des femmes devant.
le foyer construit par les hommes au milieu. Une femme ne peut pas engendrer le foyer parce que son sexe s'ouvre sur le feu c'est la nourriture va dans la bouche des hommes, etc. Donc le marquage est aussi dans la maison comme dans l'espace, maison des hommes, maison menstruelle, au milieu, etc. J'ai appris tout ça après, quoi. Et donc, voilà. Simplement, avant que ma femme n'arrive, au bout, j'ai construit ça. Et c'était en février que j'ai commencé, j'ai dû terminer vers le mois de mai. Donc ma femme devait arriver par les États-Unis avec les 2 enfants. Elle était passée chez Skip Rappaport et tout ça. Et j'arrive pour l'accueillir 2 jours plus tard. Et là, mon copain Robin Hyde, qui est toujours en Nouvelle-Guinée, maintenant il est vieux comme tout, me dit, écoute, je suis content que tu sois là, mais ce soir, on va manger avec l'évêque de Port Moresby. Alors, j'ai dit, faites chier, que c'est pas possible, ça fait des mois que je suis dans la brousse. Et la première soirée, c'est me bouffer avec un curé, là, c'est pas possible. Je dis, je vais aller au cinéma. Et donc, je regarde le journal dans la partie des indigènes, hein, parce qu'il y a les blancs, puis le quartier indigène. Je vois qu'il y a un cinéma où on joue un western. Moi, je suis pour les westerns. Donc, je pars avec la voiture de mon copain, Robin, une Volkswagen, tu te rappelles, la coccinelle, terriblement dangereuse d'ailleurs. Donc je vais là-bas, c'est un cinéma en plein air mais avec un toit de tôle, il pleut, j'entends rien du film, c'était le bruit d'un tôle, putain. Je sors, il n'y avait pas de route, c'était des routes de terre, il y a pas, à l'époque, c'était le début de la colonisation, c'était mieux de cette partie, tout ça, c'était... Et donc je pars avec la Volkswagen et il y a un camion qui arrive avec des phares blancs américains, là, les phares blancs, avec les Français on a des phares jaunes. Hein. Et il m'éblouit complètement, j'ai peur, donc je donne un coup, hop, ma voiture glisse et elle frappe un poteau, elle se retourne sur le dos, sur le toit, donc je me retrouve, et quand je veux bouger, je ne peux pas, j'ai la jambe cassée complètement. La jambe gauche, ici, complètement cassée. Donc j'ai peur parce que je sens le pétrole couler, je dis merde, je vais griller ici, là. Et au bout de 20 minutes, des gens s'arrêtent, ont remis la voiture sur les roues et je suis tombé sur la route, la porte s'est ouverte, mais je ne pouvais pas bouger, la jambe cassée complètement.